Je reviens sur le thème de la retraite et de la capitalisation suite à ma dernière vidéo, car c'est un sujet complexe et sur lequel il y a beaucoup d'idées fausses. Première idée fausse, pour financer les retraites, il faut taxer plus les dividendes. Donc ça, c'est bien entendu le refrain habituel des partis de gauche en France, pour qui chaque problème peut globalement être résolu en augmentant les impôts, alors que le niveau de fiscalité est déjà excessivement élevé. Vous avez ici un exemple d'un membre de la France insoumise qui propose cette solution miracle pour résoudre le problème de financement des retraites. De façon simple, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une augmentation des taxes sur les dividendes, c'est en réalité une incitation à moins investir dans les sociétés privées qui créent la richesse. Et honnêtement, ce dont la France a besoin, c'est exactement de l'inverse. À mon avis, comme le dit ce tweetos, le bon raisonnement serait de dire oui, les dividendes peuvent servir à financer les retraites, pas via des taxes, mais de façon positive via un système de capitalisation. Deuxième idée fausse, on ne doit pas être libre de choisir son âge de départ à la retraite. Je parle ici à la fois de l'âge minimum à partir duquel on peut partir à la retraite, mais aussi de l'âge maximum jusqu'auquel on peut continuer à travailler. Personnellement, je trouve quand même curieux que chaque individu ne puisse pas avoir le choix de décider librement de la façon dont il veut organiser sa vie. Comme le dit ici l'essayiste Jean-Philippe Delsol, il n'y a pas de raison légitime pour empêcher chacun de gérer sa retraite comme il l'entend. Mais quand vous vivez en France, c'est vrai que vous avez effectivement une forte contrainte sur votre âge de départ à la retraite. Cette rigidité est en fait liée au système par répartition. Un mécanisme de solidarité a besoin par construction de définir un âge minimum à partir duquel vous pouvez toucher votre retraite à taux plein, et cet âge est à peu près le même pour tout le monde. Il se trouve qu'en France, la quasi-totalité du système de retraite est basée sur la répartition, d'où cette contrainte très forte. Avec un mécanisme de capitalisation, il y aurait beaucoup plus de flexibilité. Vous pourriez choisir, pendant votre vie active, d'épargner plus ou moins, selon que vous souhaitez partir plus ou moins tôt à la retraite. C'est un mécanisme qui responsabilise vraiment les citoyens et qui, à mon avis, devrait être complété pour les éventuels coups durs par un mécanisme de solidarité comme celui de la répartition. Troisième idée fausse, ou en tout cas idée qui mérite qu'on apporte beaucoup de nuances. La capitalisation, c'est trop risqué car les fonds de pension peuvent faire faillite. Donc là, pour répondre à cette question, il va falloir qu'on rentre un peu dans les détails des différents types de systèmes de capitalisation. Pour cela, je vais me baser sur cette étude de l'OCDE publiée en 2021. Vous trouverez le lien de cette étude dans la description de la vidéo, avec comme d'habitude tous les liens vers toutes les données que je présente dans cette vidéo. Sur cette carte, vous pouvez voir le poids des actifs liés aux retraites par capitalisation par rapport au PIB de chaque pays. Plus le bleu est foncé et plus ce pourcentage est élevé. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on voit que parmi les pays développés, c'est seulement en Europe où il y a encore de très nombreux pays qui n'ont que très peu adopté cette méthode de financement des retraites. Sur ce graphique, vous pouvez voir une moyenne de la répartition des actifs des fonds de pension dans l'OCDE. Donc par exemple, aujourd'hui, on a en moyenne 27% d'actions dans les portefeuilles, 44% d'obligations, et le reste, eh bien, c'est à la fois de l'immobilier, des placements alternatifs et de la trésorerie. Personnellement, je pense que ici, la part des actions par rapport aux obligations est un peu faible, mais ça, ce sera un sujet pour une prochaine vidéo. Revenons maintenant aux différents types de systèmes par capitalisation. Il en existe globalement trois différents. D'abord le régime individuel, ensuite le régime professionnel à cotisation définie et le régime professionnel à prestation définie. On commence par le régime individuel. On est dans ce cas lorsque l'accès au plan n'est pas lié à votre emploi et ne nécessite pas l'intervention de votre employeur. En fait, vous souscrivez directement au plan auprès de fonds de pension ou d'institutions financières ici, qui sont ensuite chargés de gérer les investissements. Lorsque vous êtes actif, vous versez des cotisations dont vous pouvez fixer librement le montant au gestionnaire ici que vous avez choisi. Et ensuite, lorsque vous êtes à la retraite, eh bien vous récupérez sous forme de rente ou en versement en une seule fois, ça dépend des options disponibles, le capital, les intérêts et les plus-values qui ont été générées. Dans ce cas, il n'y a pas de gestion collective, chaque personne garde les actifs à son nom et le risque est supporté à 100% par les cotisants. Il n'y a pas de garantie de versement d'un montant minimum de retraite.
Au final, comme le risque est supporté par les individus, il ne peut pas y avoir de faillite du système. En revanche, il y aura des différences de performance entre les différents cotisants. C'est à mon avis un très bon système sous réserve que le gestionnaire mette en place une bonne diversification des actifs, adapte aussi sa gestion en fonction du contexte macroéconomique et enfin soit vraiment libre de choisir son allocation d'actifs. Le seul problème avec ce type de système, c'est l'incertitude sur le montant de votre pension future. Et en réalité, cette incertitude est difficilement acceptable par une grande partie de la population, ce que je peux comprendre. Et c'est pour cette raison que des systèmes de capitalisation mutualisés ont été créés. Ces systèmes sont, dans la plupart des pays, mis en place par les employeurs. C'est pour cela que l'on parle de plan professionnel. Dans ce cas, chaque actif verse des cotisations à la caisse de pension de sa société. Ensuite, la gestion des fonds est mutualisée. Et enfin, lors de votre retraite, là où les caisses de pension auxquelles vous avez cotisé vous versent votre rente. C'est maintenant qu'il faut que je vous explique la différence entre plan professionnel à cotisation définie et plan professionnel à prestation définie. En fait, c'est assez simple à comprendre. La différence va venir de l'entité qui supporte majoritairement le risque. Alors quand je parle du risque de sous-capitalisation, c'est-à-dire le risque que le fonds de pension, par exemple, n'arrive pas à payer les pensions aux retraités. Dans le cas des plans à cotisation définie, là c'est le cotisant, donc le futur retraité, qui prend le risque majoritairement. Et dans le cas des prestations définies, alors c'est l'employeur qui supporte ce risque. J'utilise le terme majoritairement parce qu'il y a parfois des plans qui sont un peu hybrides où la responsabilité est partagée entre le cotisant et l'employeur, mais globalement, il y en a toujours un qui supporte majoritairement le risque. Donc pour répondre à la question initiale relative à la faillite du plan, dans le cas des systèmes à cotisation définie, en fait, on n'a pas réellement de risque de faillite. Le seul cas où on a effectivement ce risque de faillite, c'est pour les plans à prestation définie, puisque ce sont des plans dans lesquels on vous garantit le montant que vous allez recevoir au moment de votre retraite. Alors pour votre information, il existe des assurances pour couvrir précisément ce risque. Là, j'ai trouvé un article par exemple où il est expliqué qu'aux États-Unis, tous les fonds qui sont à prestation définie ont l'obligation de souscrire ce type d'assurance. Donc l'employeur prend ce type d'assurance et ensuite vous êtes couvert sur au moins une partie de votre capital. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés financières avec les fonds de pension, dans ce cas précis des plans à prestations définies. L'exemple récent que l'on peut citer, c'est les fonds de retraite au Royaume-Uni et effectivement la panique qui a eu lieu en septembre 2022. J'avais fait une vidéo à l'époque, je vous remets le lien si ça vous intéresse. J'avais expliqué en détail ce qui s'était passé vraiment pendant cette panique financière. Ce qu'a mis en évidence cet épisode anglais, c'est l'incompétence des organes de régulation britanniques qui n'avaient pas identifié la surutilisation de produits dérivés très risqués, les LDI, pour Liability Driven Investments. Par ailleurs, je pense qu'il y avait également une mauvaise allocation de capital des fonds de pension qui étaient surinvestis dans des obligations souveraines britanniques à maturité longue. C'est des actifs qui sont très risqués à détenir en période de forte inflation. Alors peut-être les avait-il achetés à cause d'une obligation réglementaire, je ne sais pas. Toujours est-il que je pense que c'était une erreur de gestion. Pour conclure sur la faillite, vous voyez que le risque existe uniquement dans le cas des plans à prestations définies. Et par ailleurs, ce risque, à mon avis, peut être maîtrisé à la fois par une assurance que l'employeur peut prendre et en plus de ça, par une bonne répartition des risques faite par le gestionnaire et si le gestionnaire a vraiment toute liberté de décider de son allocation de capital. Pour votre information, ce que nous apprend le rapport de l'OCDE, c'est que la tendance au niveau mondial va plutôt dans le sens du développement principalement des outils pour lesquels il n'y a pas de risque de faillite. Et les outils à prestations définies diminuent en pourcentage. Vous voyez sur ce graphique que en bleu foncé, les outils à prestations définies sont encore beaucoup utilisés dans des pays comme la Suisse ou le Japon, mais la tendance va plutôt au niveau mondial à leur diminution. Quatrième idée fausse, la capitalisation est un système instable car trop sensible à l'inflation. Alors,
Oui, effectivement, l'inflation a un impact sur la valorisation des actifs financiers. Par exemple, on l'a vu en 2022, où on a eu effectivement une baisse générale des marchés, à la fois des marchés actions et des marchés obligataires, en même temps qu'une vague très forte d'inflation. Il faut quand même noter que tous les actifs n'ont pas baissé en 2022. Vous pouvez voir, par exemple, ici, en 2022, eh bien, les matières premières ont gagné 22%. Pour savoir si un portefeuille de capitalisation tient face à des périodes de forte inflation, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est faire une analyse sur le long terme en regardant la performance réelle des actifs, c'est-à-dire la performance déduction faite de l'inflation. Donc ce travail, il a été fait ici par Jeremy Siegel. Donc vous voyez, sur une période très longue, on a plus de 200 ans d'historique, eh bien la performance réelle des différentes classes d'actifs. Et donc vous avez les actions, dividendes réinvestis, mais aussi les obligations souveraines, l'or et la monnaie, le dollar. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, pour les actions, dividendes réinvestis, qui est vraiment le cœur de la création de richesse, eh bien on arrive à une performance annuelle de 6,7% réelle. Pour que vous vous rendiez compte de la performance de cette classe d'actifs, les actions, je vous ai fait une simulation sous Excel. Donc ici, en utilisant les 6,7% de rendement annuel qui ont été calculés par Jeremy Siegel. Jeremy Siegel qui est professeur, pour votre information, à la Wharton Business School de Pennsylvanie. Donc on part d'un capital initial de 100 et ensuite chaque année, eh bien, on gagne 6,7% par rapport à l'année précédente. Donc c'est le calcul que j'ai fait ici. Donc si on regarde les résultats, eh bien, on va se positionner au bout de 10 ans. Ici, vous voyez que le capital initial a été multiplié quasiment par 2. Ensuite, si on se positionne à 20 ans, donc on a multiplié le capital initial par 3,7. Et enfin, au bout de 30 ans, le capital initial a été multiplié par 7. Alors attention, je ne dis pas que les portefeuilles doivent être constitués à 100% d'actions. Par ailleurs, les 6,7% de rentabilité, c'est une moyenne. Certaines années seront très bonnes, d'autres très mauvaises. Donc en fait, en fonction de la situation macroéconomique, c'est au gestionnaire de patrimoine d'introduire d'autres actifs dans le portefeuille, des obligations, de l'immobilier, de l'or par exemple, pour arriver à limiter la volatilité du portefeuille. Le message que je souhaite faire passer ici, c'est que grâce à la performance réelle des actions, c'est-à-dire ajustée de l'inflation, eh bien on peut sur le long terme arriver à construire des outils de capitalisation qui vont véritablement améliorer le niveau de vie des retraités, et ceci beaucoup plus qu'avec un simple système de répartition où l'argent n'est absolument pas investi. Cinquième idée fausse. La capitalisation est inutile car l'augmentation de la productivité compense la baisse du ratio actif sur retraité. Alors regardons l'évolution de la productivité en France. Ici vous avez un graphique depuis les années 1950, donc vous voyez effectivement que la productivité a augmenté significativement. Et effectivement, même en prenant en compte l'inflation, eh bien cette augmentation de la productivité a compensé, c'est vrai, la baisse des cotisants par rapport aux retraités qui perçoivent une retraite. Mais là, j'ai plusieurs remarques. Tout d'abord, cette analyse est basée sur le passé et on ne sait pas comment la productivité va évoluer dans les années à venir. Sur ce graphique, ce qu'on peut voir, c'est que depuis les années à peu près 2005-2010, eh bien, la progression de la productivité est moins forte. Même depuis les années 2015, on est plutôt sur une stagnation. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avec le système actuel de répartition, eh bien, le paiement des retraites rentre dans le budget de l'État. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas dans le futur si l'État pourra continuer à arriver à se financer aussi facilement en émettant de la dette. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Vous voyez ici l'évolution de la dette par rapport au PIB en France. On est à 113%. Et si effectivement, dans le futur, la Banque centrale européenne, pour des raisons d'inflation, arrête de racheter la dette des États, on pourrait se retrouver en difficulté si effectivement il y a une perte de confiance des investisseurs internationaux qui arrêtent d'acheter la dette émise par la France. D'autre part, rester uniquement sur un système de répartition revient en fait à confier l'entière responsabilité du paiement de vos retraites à l'État. Et vous avouerez que c'est quand même sacrément risqué quand on sait que
le dernier budget à l'équilibre qui a été voté par l'État, eh bien c'était en 1974. Enfin, il y a une question de bon sens. Quand vous avez deux outils à disposition, la répartition et la capitalisation, eh bien l'utilisation des deux en même temps va rendre l'ensemble du système plus solide. L'intérêt de la répartition, c'est que vous pouvez faire des ajustements d'une année sur l'autre très rapidement, alors que ce n'est pas possible avec les contrats de capitalisation qui sont des contrats à long terme. C'est pour cela qu'il faut garder une part de répartition. Avec un système dual, en cas de coup dur sur les finances de l'État, vous avez les actifs des fonds de capitalisation pour compenser. Et en cas de baisse forte de la valeur des actifs de capitalisation, eh bien l'État peut réagir rapidement et ajuster les versements aux populations les plus fragiles. Pour finir, je vais vous donner une idée qui en fait est pas si fausse. Le système par répartition est une pyramide de Ponzi, comme l'était par exemple le fonds d'investissement de Bernard Madoff. Entre parenthèses, je vous conseille de regarder la série documentaire Netflix Madoff, le monstre de la finance. Moi personnellement, avant de voir cette série, je pensais que Bernard Madoff avait investi une partie des fonds, au moins au début, mais en fait non, il n'a jamais investi un seul dollar. Alors regardons la définition d'une pyramide de Ponzi et essayons de comparer à la retraite par répartition. La pyramide de Ponzi est définie comme étant une escroquerie qui consiste à mettre en place un système d'investissement pyramidal dans lequel la rémunération des premiers participants est assurée par les mises des nouveaux arrivants jusqu'à ce que le mécanisme s'effondre de lui-même, faute de nouveaux investisseurs. Alors, escroquerie, non, la répartition n'est pas une escroquerie puisque tout le monde est au courant et que le principe est inscrit dans la loi. Ensuite, est-ce que le système d'investissement pyramidal est du même type? Alors, le principe est le même, c'est-à-dire qu'on a des gens qu'on peut appeler les premiers participants, qui sont en fait les premiers à arriver à la retraite et qui reçoivent effectivement des versements de la part des nouveaux arrivants, qui sont les cotisants, c'est-à-dire les actifs. En revanche, d'habitude, quand on parle de système d'investissement pyramidal, on parle d'un système qui s'adresse à une population fixe. Et donc, peu à peu, eh bien, le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans le système diminue, c'est pour ça que ça s'effondre. En revanche, là, on est sur un système qui est intergénérationnel, de solidarité intergénérationnelle, et donc effectivement, théoriquement, c'est un système qui peut tenir sur la durée. Au final, est-ce que le système par répartition peut s'effondrer? Eh bien oui, vous pouvez voir ici les prévisions du Conseil d'orientation des retraites sur le niveau de vie moyen des retraités. Ce que vous pouvez voir, c'est que dans tous les cas de figure, selon tous les scénarios, on prévoit une baisse significative du niveau de vie des retraités. Et donc, dans le futur, les cotisants pourraient devenir de plus en plus critiques vis-à-vis de ce système s'ils constatent une baisse continue du niveau de vie des retraités. Ce serait pour eux la preuve que le système ne fonctionne pas et qu'il est inutile de continuer à le promouvoir. Comme vous voyez, je suis un fervent défenseur de la capitalisation, mais je ne me fais pas trop d'illusions. En France, la transition vers ce type de système va être très lente et difficile. Ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est ne perdez pas de temps avec ces débats sans fin en France sur le système de retraite. Si un jour un vrai système de capitalisation pour tous est créé, alors là, vous pourrez vous y intéresser. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de système de capitalisation, il continuera à avoir ce type de débat qui n'apporte de toute façon pas de solution pérenne. Surtout, ne vous dites pas que l'État va gérer correctement un système pour que vous puissiez recevoir une bonne retraite et garder un bon niveau de vie. Vous devez prendre le temps de voir ce que vous pouvez faire par vous-même pour vous constituer peu à peu votre propre épargne retraite en investissant dans des actifs qui ont réellement de la valeur. Mon objectif avec Patrimoine en Action, c'est justement de vous aider à identifier ces actifs et à construire sur le long terme votre portefeuille. J'y aborde de façon globale l'économie, la finance et les principes de gestion de patrimoine. Par ailleurs, la nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est que je lance un deuxième type de contenu sur la plateforme Substack pour vous parler plus directement des sociétés small et mid cap dans le monde entier que j'analyse et ou dans lesquelles j'investis. Il va y avoir notamment des analyses de sociétés cotées, des analyses de fonds, actions et obligataires, des analyses d'ETF et également un ou plusieurs portefeuilles que vous pourrez suivre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au Substack Patrimoine en Action avec le lien qui s'affiche ou alors juste en dessous dans la description. Il remplace et complète la newsletter gratuite que j'avais déjà créée. Si vous étiez déjà inscrit à cette newsletter gratuite, vous n'avez rien à faire, vous êtes déjà enregistré sur Substack. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, si vous aimez la chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, faites des commentaires.
Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. À bientôt. Ciao.